Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une proposition de loi américaine qui, si elle passait, pourrait vraiment tout changer. Oui, on parle du Bitcoin for America Act. Exactement, déposée il y a à peine une semaine, le 20 novembre 2025, par le représentant Warren Davidson. Et pour analyser ça, on a la source principale, le communiqué de presse officiel de son bureau. On va essayer de décortiquer un peu la logique derrière tout ça. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre la vision, la philosophie même du projet. Parce que la proposition, en elle-même, elle a l'air simple. Oui, elle tient en 2 points. Premièrement, autoriser les Américains à payer leurs impôts fédéraux en Bitcoin. Bon, d'accord. Mais c'est le deuxième point qui est... Explosif. Ah oui. Il est stipulé que ces Bitcoins ne seront pas vendus contre des dollars. Non, ils seront directement conservés dans une toute nouvelle réserve stratégique de Bitcoin. Et ça change tout. C'est un changement de paradigme complet. D'habitude, les cryptos, on les accepte et on les convertit tout de suite en monnaie locale. C'est juste un tuyau de paiement, quoi. Voilà. Là, l'idée, c'est de garder l'actif. Le gouvernement américain se mettrait à hodler, comme on dit dans le jargon. Le gouvernement qui épargne en Bitcoin. Et pour justifier ça, le communiqué, il va pas avec le dos de la cuillère. Ah non, c'est très direct. Il oppose frontalement le Bitcoin et le dollar américain. On a même une citation de Warren Davidson qui est assez incroyable. Vas-y. Il dit que la nation bénéficierait d'un actif tangible qui s'apprécie avec le temps, contrairement au dollar américain qui a perdu de sa valeur de manière constante sous les pressions inflationnistes. C'est une déclaration politique extrêmement forte, une proposition de loi qui critique aussi ouvertement la monnaie nationale. C'est fou, non, Ben oui. Et tout l'argumentaire s'appuie sur la nature même du Bitcoin. Le document rappelle ce que tout le monde sait, Son offre est limitée. plafonné à 21 millions d'unités, pour toujours. Et c'est cette rareté qui est présentée comme le rempart ultime contre l'inflation, en opposition directe avec les monnaies comme le dollar, que les banques centrales peuvent, en théorie, imprimer sans limite. Donc si on suit leur raisonnement, l'État américain accumulerait un actif qui est conçu par nature pour prendre de la valeur. Face à sa propre monnaie, qu'il s'attend à voir en perdre. C'est presque schizophrénique. Mais attends, ça soulève une question énorme. Laquelle? Le communiqué, il ignore complètement la volatilité du Bitcoin. Ah ben oui. C'est bien de parler d'appréciation à long terme, mais on sait tous que le Bitcoin peut perdre 20% en une seule journée. Comment un État peut baser une partie de ses rentrées fiscales là-dessus? C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Et le communiqué de presse fait comme s'il ne le voyait pas. C'est un peu facile. Un document politique comme ça vise à vendre une vision. Donc il se concentre sur la trajectoire globale, sur le long terme. Pour eux, la volatilité à court terme, c'est juste du bruit. C'est un pari, quoi. C'est un pari énorme. Ils parient que sur 10 ou 20 ans, la tendance sera tellement haussière que les fluctuations quotidiennes, elles deviendront anecdotiques. Mais imagine un crash de 50% juste au moment où le Trésor a besoin de liquidité. Le communiqué, il dit quoi à ce sujet? Rien du tout. C'est un silence assourdissant. D'accord. Alors, si le gouvernement accumule cet actif, il faut bien le stocker quelque part, et le nom qu'ils ont choisi, réserve stratégique. C'est très bien choisi. Ça sonne beaucoup plus sérieux qu'un simple portefeuille numérique, n'est-ce pas? Le choix des mots n'est jamais anodin en politique. Réserve stratégique, ça place tout de suite le Bitcoin au même niveau que, la réserve stratégique de pétrole. Ou les réserves d'or, historiquement. Exactement. L'idée, c'est de créer une sorte de trésor de guerre pour le XXIe siècle. Et le communiqué liste plusieurs avantages. Comme? D'abord, diversifier les actifs de la nation, donc ne pas tout mettre dans le panier du dollar. Ensuite, créer une réserve de valeur durable et indépendante, et même... Attends, il y a autre chose. Oui, et ça c'est énorme. Réduire la dépendance du pays à l'égard de la dette. Alors là, je veux qu'on s'arrête un instant. Réduire la dépendance à la dette. Mais comment? Est-ce que c'est crédible? L'idée est qu'un actif aussi volatile puisse, juste en s'appréciant, améliorer le bilan de l'État au point de réduire le besoin de s'endetter, ça semble très très optimiste. Ça le dit. Et le communiqué ne donne aucune projection, aucun modèle pour étayer ça. Donc c'est juste une affirmation? C'est présenté comme une conséquence logique, presque un acte de foi. L'argument sous-jacent, c'est que si tu as un actif dont la valeur augmente de, disons, 20% par an en moyenne, alors que ta dette te coûte 3 ou 4%, mathématiquement, ton bilan s'améliore. Sur le très long terme alors? Voilà. On parle de décennies et ça suppose que la thèse de l'appréciation du Bitcoin se vérifie sans problème majeur. C'est plus une déclaration d'intention philosophique qu'un plan comptable, on va dire. Une philosophie qui s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique très clair d'ailleurs. Ah oui,
Très clair. C'est peut-être l'argument le plus puissant du document, en fait, parce qu'il joue sur la corde de la sécurité nationale. Il est écrit quoi exactement? Noir sur blanc, que d'autres grandes nations, dont la Chine et la Russie, accumulent déjà du Bitcoin. Ah oui, donc la proposition est présentée comme un impératif stratégique. Exactement, pour ne pas se laisser distancer. Mais attends une minute, est-ce que cette comparaison, elle est vraiment pertinente? La position des États-Unis est unique au monde grâce au dollar, qui est la monnaie de réserve mondiale. Oui, tout à fait. La Chine et la Russie, elles cherchent activement à contourner ce système. Donc pour elles, accumuler un actif neutre, comme le Bitcoin, c'est une stratégie offensive qui a du sens. Hmm. Mais si les États-Unis se mettent à faire la même chose, est-ce qu'ils ne risquent pas de saper leur propre avantage? C'est un peu comme si le roi du château se mettait à construire un tunnel pour s'échapper, légitimant du même coup les tunnels de ceux qui l'assiègent. C'est le paradoxe central de toute cette affaire. Et c'est une question absolument fondamentale. Et le communiqué, il en dit quoi? Il emballe ça dans un discours de leadership. Il faut diriger et non suivre. L'idée, c'est de maîtriser cette nouvelle technologie pour qu'elle ne soit pas dominée par des adversaires. D'accord. Mais ton analogie est parfaite. En faisant du Bitcoin un actif de réserve officiel, les États-Unis lui donneraient une légitimité sans précédent. Ils enverraient le signal que, peut-être, le dollar seul ne suffit plus. C'est une stratégie à double tranchant. Complètement. Soit ils cooptent la révolution et la dominent, soit ils accélèrent, sans le vouloir, le déclin de leur propre système. Et ça, bien sûr, le communiqué ne le dit pas. C'est fascinant. On passe d'un coup de la gestion du bilan national à des échecs géopolitiques de très haut niveau. Oui, mais le projet de loi, il redescend aussi à une échelle beaucoup plus individuelle. Il prétend vouloir aider les gens. Ah oui, l'argument de l'inclusion financière. C'est ça semble être un changement de registre assez radical, non ? Oui, et c'est un argument classique de l'écosystème crypto qu'on retrouve là, dans un texte officiel. Le document avance que le caractère décentralisé et sans permission du Bitcoin pourrait élargir l'accès aux services financiers. Pour les personnes non bancarisées, par exemple ? Exactement. L'idée, c'est de leur permettre de payer leurs impôts plus facilement et donc de participer à la vie civique. On passe du Bitcoin comme or numérique géopolitique au Bitcoin comme outil d'inclusion sociale. La théorie est séduisante, mais en pratique, comment ça marcherait? Pour une personne qui n'a pas de compte en banque, est-ce que c'est vraiment plus simple de payer en Bitcoin? C'est une très bonne question. Parce que la réalité, elle est quand même complexe. Il faut bien acheter ce Bitcoin quelque part, ce qui nécessite souvent un compte ou des services avec des frais élevés. Il faut gérer un portefeuille, la sécurité. Sans parler de la volatilité au moment du paiement. Justement, si mes impôts sont de 1 000 $ et que j'achète pour 1 000 $ de Bitcoin, le temps de faire la transaction, la valeur peut avoir baissé à 980. Mon paiement est refusé. Le communiqué passe sous silence toutes ces frictions pratiques. Complètement. Encore une fois. Encore une fois, on est dans la grande vision, pas dans le manuel d'instruction. La proposition de loi ne détaille rien de tout ça. Elle pose un principe, celui de l'accès. La promesse d'une administration plus moderne. Voilà. En théorie, il suffit d'un smartphone et d'Internet, mais la courbe d'apprentissage est réelle, les risques sont réels, c'est un vrai casse-tête technique. Ce qui est frappant, au final, c'est comment ce projet combine deux récits très différents. Ah oui. D'un côté, une vision macro, presque survivaliste. Mmh. La nation doit se protéger de l'effondrement de sa monnaie en accumulant de l'or numérique. Mmh. Et de l'autre, une vision micro, presque utopique, d'inclusion financière au service du citoyen. Et c'est ce qui rend le projet si ambitieux et politiquement habile. Il s'adresse à la fois aux libertariens méfiants envers l'État, aux faucons de la sécurité nationale et aux technophiles. Il ratisse large. Il réunit plusieurs courants sous la même bannière. Mais ça reste avant tout un pari. Le pari que le Bitcoin va devenir un pilier du système financier mondial. Exactement. Ce n'est pas une proposition pour remplacer le dollar, mais pour lui donner un compagnon de route aux propriétés radicalement différentes. C'est une reconnaissance, en fait. Une reconnaissance de quoi? La reconnaissance implicite que le monopole monétaire de l'État, qui a défini le pouvoir pendant des siècles, pourrait ne plus suffire. Donc si on résume, la vision de ce communiqué, c'est celle d'une nation dont la solidité financière ne reposerait plus seulement sur sa capacité à gérer sa propre monnaie. Mais aussi sur sa sagesse à accumuler un actif mondial qu'elle ne contrôle pas. C'est un sacré changement. En résumé, le Bitcoin for America Act, tel qu'il est décrit, c'est une stratégie en deux temps. D'abord, on utilise les impôts pour créer une machine d'investissement nationale. Et ensuite, on canalise cet investissement vers une réserve stratégique. Une réserve qui doit servir de bouclier contre l'inflation et de fer de lance dans la compétition financière mondiale. Toute cette discussion met vraiment en lumière une tension fondamentale qui dépasse ce simple projet de loi.
Laquelle? Celle entre les monnaies traditionnelles, qui sont des instruments de pouvoir des États, et ces nouveaux actifs numériques décentralisés qui, eux, fonctionnent selon les règles d'un code informatique. Et ce projet, au lieu de combattre cette tension, il essaye de la domestiquer. Au profit de l'État. C'est ça? Et ça nous laisse avec une question à méditer, je trouve. Je t'écoute. Le communiqué présente cette initiative comme un acte de souveraineté, un renforcement de la nation. Pourtant, historiquement, le pouvoir d'un État est lié à son monopole sur la création de sa monnaie. C'est la base même de l'État moderne. Alors, que faut-il penser quand le gouvernement le plus puissant du monde propose d'épargner massivement dans une monnaie qu'il ne peut pas créer, qu'il ne peut pas contrôler et dont il ne peut pas changer les règles? Est-ce que c'est le signe ultime de la force, celle de s'adapter pour dominer une nouvelle réalité, ou est-ce que c'est, au contraire, le premier aveu d'une faiblesse, la reconnaissance que son propre système monétaire a des limites qu'il ne peut plus ignorer?